Ses yeux sont bandés, son corps lacéré, mais il ne cède pas. Son nom, Pierre Moulélé. Ministre fidèle de Lumumba, chef de guérilla, révolutionnaire formé en Chine, il incarne à lui seul l'espoir et les tragédies du Congo post-colonial. Comment un jeune élève des missionnaires, devenu figure politique incontournable, a-t-il fini supplicié, son corps démembré, pour avoir osé rêver d'un Congo libre? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire bouleversante de Pierre Moulélé, celle d'un idéal, d'une révolte, et d'un martyr. Bienvenue sur Légendes et Vérités. Pierre Moulélé naît en 1929 à Inzia, un petit village de la province du Kwilu, au cœur du Congo belge. Ses origines familiales sont modestes mais profondément marquées par le sens du devoir et du travail. Son père est infirmier, un métier rare pour un Congolais sous la colonisation, et qui fait de lui une figure respectée dans sa communauté. Sa mère, femme au foyer, incarne la stabilité du foyer et transmet à ses enfants des valeurs de discipline et de courage. Avant même d'aller à l'école, Moulélé reçoit de son père les premières leçons d'alphabétisation. Ce qui lui donne une avance sur ses camarades et lui ouvre très tôt un rapport particulier au savoir. Cette transmission paternelle, dans un contexte colonial où l'accès à l'instruction est volontairement limité pour les Congolais, joue un rôle décisif dans sa formation. Moulélé entame sa scolarité primaire à Kikwit, dans la mission catholique du Sacré-Cœur. Brillant élève, il est ensuite admis au petit séminaire de Nkizambi, où il reçoit une éducation religieuse stricte, centrée sur la discipline, la morale chrétienne et l'étude. Ces institutions missionnaires ne visaient pas à former une élite intellectuelle libre, mais à produire une main-d'œuvre instruite, docile et encadrée par l'Église. Pourtant, Moulélé, par son sérieux et sa curiosité, se distingue par sa volonté de dépasser ce cadre. En 1946, il intègre l'école moyenne de la mission catholique de Le Vernet, une étape importante dans son parcours. Là, il s'éveille à de nouvelles disciplines et se passionne pour l'information et l'actualité internationale, domaine rarement accessible aux jeunes Congolais. C'est une époque où l'Afrique commence à bouillonner, les mouvements nationalistes émergent, les indépendances de l'Asie font écho sur le continent, et de jeunes esprits comme Moulélé s'en imprègnent. En 1949, Moulélé quitte Kikwit et entame un long périple, Kikwit-Léopoldville-Bimba-Lizala. En 1950, il rejoint l'école supérieure d'agriculture. Mais rapidement, il déclare à son directeur qu'il s'est trompé de voie et que sa place n'est pas dans ce domaine. Cette attitude franche et directe lui vaut d'être réorienté par l'administration coloniale, qui décide de l'envoyer dans l'armée coloniale. Affecté d'abord à Bumba, puis transféré à Lizala et enfin à Kokiakville, Moulélé découvre de l'intérieur la véritable nature de l'armée coloniale belge, un instrument de répression, utilisé non pas pour protéger les populations locales, mais pour maintenir l'ordre colonial et briser toute contestation. C'est une révélation brutale pour ce jeune homme déjà sensible aux injustices sociales. C'est aussi durant cette période qu'il croise un autre jeune engagé dans l'armée, Joseph Désiré Mobutu, futur président du Zaïre. Les deux hommes, qui suivront des trajectoires radicalement différentes, se rencontrent dans ce contexte militaire marqué par la hiérarchie raciale, la discipline brutale et l'oppression coloniale. À la fin de son service, envoyé à Kizange, Moulélé termine son passage militaire avec une conviction forgée, l'armée coloniale est l'un des piliers de l'asservissement des Congolais. Cette expérience le marquera durablement et nourrira plus tard son propre rapport aux questions de guerre, de résistance et de discipline. À son retour à la vie civile, Moulélé s'installe à Léopoldville, Kinshasa actuelle. Il est engagé comme commis à la direction des travaux publics du gouvernement central. Là, il découvre un autre visage du colonialisme, celui de la ségrégation professionnelle. Les Congolais, même compétents, sont systématiquement moins payés que les fonctionnaires blancs, privés d'avantages et maintenus dans des postes subalternes. Refusant cette injustice, Moulélé s'engage activement dans le combat pour l'égalité entre fonctionnaires noirs et blancs. C'est le début d'un militantisme syndical qui va l'amener à rejoindre plusieurs organisations progressistes. En 1953, il s'investit dans l'Union nationale des anciens militaires indigènes, UNAMI, qui défend les droits des anciens soldats congolais ayant servi dans l'armée coloniale. La même année, il rejoint également l'Association du personnel indigène de la colonie, APIC, une structure qui milite pour de meilleures conditions de travail des Congolais. À travers ces organisations, Moulélé se forge une réputation d'homme sérieux, intransigeant et profondément attaché à la justice sociale.
Son action militante trouve un terrain concret avec la campagne pour le statut unique, une revendication centrale des syndicats congolais qui exigeait la fin des discriminations entre fonctionnaires blancs et noirs. Ce combat, mené aux côtés d'autres évolués congolais, place Moulélé dans le cercle des militants nationalistes les plus actifs de la fin des années 1950. Dans la foulée, Pierre Moulélé rejoint le Parti solidaire africain, PSA, fondé par Antoine Gizanga et Cléopha Kamitatou. Grâce à son dynamisme et à son engagement, il devient rapidement le premier secrétaire général du PSA. Ce poste en fait l'un des stratèges et organisateurs les plus influents du parti, aux côtés des grandes figures du nationalisme congolais. À travers le PSA, Moulélé intensifie son combat pour l'indépendance totale du Congo. Contrairement à certains leaders plus modérés, il prône une rupture claire avec le système colonial et prépare les esprits à une libération profonde, non seulement politique mais aussi sociale. L'année 1958 marque un tournant décisif. Une délégation d'évolués congolais est envoyée à l'Exposition universelle de Bruxelles. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première confrontation directe avec l'Europe colonisatrice en dehors du Congo. Mais c'est surtout l'occasion d'avoir accès à une littérature jusque-là interdite au Congo belge. Moulélé y découvre les écrits de Lénine, Staline et Mao Zedong. Ces lectures bouleversent sa vision du monde, elles lui offrent un cadre théorique pour comprendre l'oppression coloniale et envisager des moyens radicaux de libération. Dès lors, son engagement prend une dimension idéologique plus nette, il ne s'agit plus seulement de lutter pour l'indépendance, mais de penser une transformation profonde de la société congolaise inspirée des idéaux révolutionnaires. À la fin des années 1950, l'élan nationaliste s'intensifie dans tout le Congo. Après les émeutes de Léopoldville en janvier 1959, qui marquent un tournant irréversible vers l'indépendance, Pierre Moulélé se retrouve au cœur du bouillonnement politique. Comme secrétaire général du PSA, il est l'un des organisateurs les plus actifs des revendications populaires. Son rôle dans la structuration des militants, son éloquence discrète mais ferme, ainsi que son intégrité, lui valent d'être reconnu comme un homme de confiance parmi les leaders nationalistes. Alors que Patrice Lumumba, Antoine Gizanga et Cléopha Kamitatou s'imposent sur le devant de la scène, Moulélé préfère travailler dans l'ombre, façonnant les stratégies et encadrant les militants. Lorsque les élections de mai 1960 consacrent le mouvement national congolais, MNC, de Lumumba et le PSA comme force incontournable, Moulélé entre directement dans l'histoire. Le 30 juin 1960, le Congo proclame son indépendance, et Patrice Lumumba devient Premier ministre. Fidèle compagnon, Moulélé est nommé ministre de l'Éducation nationale dans ce premier gouvernement. À ce poste, il se consacre à une mission fondamentale, décoloniser l'enseignement. Le système scolaire congolais, entièrement façonné par les Belges et les missions religieuses, reproduisait les hiérarchies coloniales et maintenait les Congolais dans une situation d'infériorité. Moulélé entend créer une école congolaise, adaptée aux réalités du pays, émancipatrice et tournée vers l'avenir. Mais son mandat est de courte durée. Très vite, le jeune État congolais est plongé dans le chaos, mutinerie de l'armée, sécession du Katanga et du Sud-Kasaï, intervention militaire belge, rivalité entre dirigeants. Dans ce contexte explosif, Moulélé reste loyal à Lumumba et s'affirme comme l'un de ses plus proches soutiens. En septembre 1960, Mobutu, désormais chef de l'armée, organise son premier coup d'État. Lumumba est arrêté, livré aux autorités katangaises et finalement exécuté en janvier 1961 dans des conditions atroces. Pour Pierre Moulélé, cet événement est un choc immense. Lumumba représentait l'espoir d'une indépendance réelle, et sa disparition marque le début d'une répression féroce contre les nationalistes. Refusant de céder, Moulélé se rapproche du camp de Antoine Gizanga, qui forme un gouvernement rival à Stanleyville, Kisangani. Ce dernier, soutenu par l'Union soviétique, incarne la continuité du combat lumumbiste. Dans ce cadre, Moulélé commence à envisager une stratégie différente, la lutte armée. En 1963, Pierre Moulélé se rend en République populaire de Chine. C'est un moment clé de sa trajectoire politique. Accueilli par les dirigeants chinois, il bénéficie d'une formation idéologique et militaire directement inspirée de la pensée de Mao Zedong. Là-bas, il approfondit sa connaissance du marxisme-léninisme et découvre l'art de la guérilla populaire, discipline stricte, enracinement dans les masses paysannes, lutte prolongée contre l'impérialisme. Ces enseignements marquent profondément Moulélé,
qui voit dans la méthode chinoise une voie applicable au Congo. Les Chinois, impressionnés par sa détermination, lui offrent un soutien matériel et logistique. Pour Moulélé, ce voyage n'est pas seulement une étape d'apprentissage, c'est une conversion idéologique. Il revient au Congo convaincu que seule une révolution armée, menée avec l'appui du peuple, peut libérer son pays du néocolonialisme et de la domination occidentale. De retour au Congo en 1963, Moulélé retrouve un pays toujours instable, dominé par Mobutu et Tshombe et soumis à l'ingérence étrangère. Les espoirs d'une indépendance authentique semblent écrasés par les sécessions, les manœuvres des multinationales et la mainmise de l'Occident. Face à cette situation, il décide de mettre en pratique ce qu'il a appris en Chine. Tandis que Gaston Soumialo et Christophe Gbeni déclenchent une rébellion dans l'Est, Pierre Moulélé choisit de porter la lutte armée au cœur du Kwilu, sa région natale. Le Kwilu est une province rurale, marquée par la pauvreté, l'exploitation coloniale et le manque d'infrastructures. La population paysanne y vit dans des conditions difficiles, souvent marginalisée par les élites politiques de Léopoldville. C'est aussi une région où Moulélé jouit d'un grand respect, grâce à ses origines locales et à sa réputation d'homme intègre. Pour lui, le Kwilu représente un terrain idéal pour mettre en pratique les enseignements de Mao Zedong, une révolution enracinée dans les campagnes, où les paysans deviennent la force principale de libération. À son retour de Chine, Moulélé met en place une organisation minutieuse. Il forme de jeunes militants qu'il appelle ses « moulélistes », en leur inculquant une discipline stricte inspirée de l'armée populaire chinoise. Ses consignes sont claires. Respecter les paysans. Partager les récoltes. Ne pas piller. Considérer la population comme la base de la révolution. Ces principes de « guerre populaire » contrastent fortement avec l'image des rébellions violentes et désorganisées. Moulélé veut une insurrection disciplinée, morale, ancrée dans les masses. En janvier 1964, la révolte éclate officiellement. Les moulélistes, armés parfois de simples arcs, lances et machettes, parviennent à contrôler rapidement de larges zones du Kwilu. Dans les villages, ils s'organisent, détruisent les symboles du pouvoir colonial et tentent de mettre en place une administration révolutionnaire. Mais si la discipline mouléliste séduit une partie des paysans, la révolte prend rapidement un tournant sanglant. Les affrontements avec les forces gouvernementales dégénèrent en violence massive. Les moulélistes attaquent les écoles, brûlent les églises et s'en prennent aux représentants de l'État congolais. Le gouvernement central, paniqué, réagit avec une férocité implacable. L'armée congolaise, appuyée par des mercenaires étrangers et soutenue par les États-Unis et la Belgique, lance une contre-offensive brutale. Des villages entiers sont rasés, des populations civiles massacrées. Le Kwilu devient le théâtre d'une guerre civile sans merci. L'insurrection mouléliste incarne à la fois l'espoir et le drame du Congo post-indépendance. D'un côté, elle exprime la colère légitime des paysans abandonnés et la volonté d'un véritable changement social. De l'autre, elle révèle les difficultés de transposer mécaniquement un modèle révolutionnaire étranger dans un contexte congolais complexe. La discipline prônée par Moulélé se heurte aux réalités locales, manque d'armes, rivalités internes, infiltration par les forces ennemies. Peu à peu, la rébellion perd de sa cohésion et bascule dans une spirale de violence incontrôlée. À la fin de 1964 et au début de 1965, l'armée congolaise reprend progressivement le contrôle du Kwilu. La répression est terrible, des milliers de paysans sont tués, les villages soupçonnés de soutenir les moulélistes sont brûlés. Les survivants racontent des scènes d'une extrême cruauté, marquées par la peur et le désespoir. Pierre Moulélé, lui, refuse de se rendre. Il continue à mener la lutte, mais son mouvement est affaibli et traqué. En 1965, l'insurrection est pratiquement écrasée. Les moulélistes sont dispersés, leur base détruite. Pierre Moulélé entre en clandestinité. La chute de Stanleyville et l'échec de la rébellion Simba entraînent une vaste chasse aux opposants. Tandis que certains de ses compagnons trouvent refuge en Tanzanie ou à Brazzaville, Moulélé s'éloigne, préférant l'ombre à l'exil trop visible. Il se réfugie dans les profondeurs du Congo, puis franchit les frontières. Ses déplacements restent marqués du sceau de la discrétion, car il sait qu'il est l'homme à abattre pour le régime de Léopoldville. Durant cette période,
il conserve le contact avec certains anciens militants du Parti solidaire africain, PSA, et des survivants de la rébellion. Mais ses forces sont épuisées, et l'internationalisme révolutionnaire qu'il avait cultivé au contact de la Chine maoïste se heurte désormais au mur de la réalité congolaise, division interne, répression sévère, et lassitude populaire face aux guerres. En novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État militaire. Le nouveau chef de l'État, pragmatique et stratège, comprend rapidement que l'un de ses défis majeurs est de neutraliser définitivement les figures de l'opposition révolutionnaire. Pour asseoir son autorité, il déploie une stratégie à la fois de séduction et de terreur. Mobutu tend la main à certains opposants en exil, leur promettant l'amnistie et la réintégration dans la vie politique. Officiellement, le régime cherche à tourner la page des guerres civiles et à réunifier la nation. Dans les faits, il s'agit d'un piège destiné à attirer les derniers résistants pour mieux les éliminer. Pierre Moulélé, fatigué par des années de clandestinité, croit entrevoir une ouverture. Les promesses d'amnistie et de réconciliation lancées par Mobutu paraissent sincères à certains. Dans ce climat trouble, il décide de rentrer. En 1968, Pierre Moulélé rentre en République démocratique du Congo, persuadé qu'il pourra retrouver une place dans la vie nationale. Il est accueilli avec un semblant d'égard, mais tout est déjà décidé en coulisses. Mobutu ne lui a jamais pardonné d'avoir incarné une contestation radicale, d'avoir osé défier l'État congolais avec une vision révolutionnaire inspirée de Mao. Très vite, il est arrêté par les services de sécurité. Ce n'est pas un procès politique qui l'attend, mais une vengeance froide, exemplaire, destinée à terroriser toute velléité de contestation. Les détails de sa mort sont parmi les plus choquants de l'histoire politique congolaise contemporaine. Contrairement à d'autres opposants exécutés par fusillade, Moulélé est livré à une mise à mort lente et inhumaine. Selon les témoignages, il subit des tortures insoutenables, ses yeux sont arrachés, ses organes mutilés, et son corps réduit à l'état de supplice avant d'être finalement exécuté. Ce traitement dépasse le simple règlement de compte politique, il s'agit d'un avertissement, une démonstration de la terreur d'État. Mobutu voulait inscrire dans la mémoire collective que tout retour à l'idéologie révolutionnaire mouléliste serait puni du pire châtiment. La mort de Pierre Moulélé en 1968 n'efface pas son héritage. Au contraire, elle contribue à forger une légende tragique. Pour certains, il est le symbole d'un combat sincère pour la justice sociale, un homme qui a voulu adapter les idéaux révolutionnaires au contexte congolais. Pour d'autres, son insurrection a précipité le chaos et accéléré la montée en puissance d'un régime autoritaire. Ce qui demeure indiscutable, c'est la force de sa trajectoire, jeune formé dans les écoles missionnaires et au séminaire, militant du PSA et premier secrétaire général du parti, ministre de Lumumba, chef révolutionnaire formé en Chine, et enfin martyr politique sous Mobutu. Son parcours concentre toutes les contradictions du Congo post-colonial, espoir d'émancipation, division interne, instrumentalisation des idéaux, et répression féroce. L'histoire de Pierre Moulélé est celle d'un homme qui a refusé de plier face à l'injustice. Il a incarné l'espoir d'un Congo véritablement libre, avant d'être broyé par la machine répressive de Mobutu. Mais si son corps a été détruit, son nom, lui, continue de hanter l'histoire du Congo et de l'Afrique. Moulélé, c'est le symbole de la fidélité aux idéaux, du refus des compromissions et du prix à payer pour rêver d'une société plus juste. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis, que penses-tu du combat de Pierre Moulélé? Était-il un héros incompris, un idéaliste trahi, ou une figure incontournable de la résistance congolaise? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos réflexions et vos analyses. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de la partager autour de toi et surtout de t'abonner à la chaîne Légendes et Vérités pour ne rien rater des prochaines histoires. Je t'invite aussi à aller découvrir les autres vidéos déjà disponibles sur la chaîne, consacrées aux grandes figures